La guerre entre l'Iran et l'axe israélo-américain n'est pas terminée. Cette guerre qui ne devait durer que quelques jours selon Donald Trump se poursuit encore aujourd'hui. Si on se base uniquement sur les médias comme CNews, BFM TV, LCI ou même France Info, qui se sont littéralement couchés devant Israël, alors il est tout à fait normal qu'on n'y comprenne rien à ce conflit. Résumons la situation. L'Iran enrichit de l'uranium depuis de nombreuses années, mais Téhéran affirme constamment que son programme nucléaire est exclusivement pacifique, destiné à produire de l'électricité. L'Agence internationale de l'énergie atomique, qui effectue des inspections sur place, n'a jamais trouvé de preuves concrètes que l'Iran détournait son uranium enrichi vers la fabrication d'armes nucléaires. Malgré ça, les États-Unis sanctionnent quand même l'Iran. Mais en 2015, un accord est conclu entre Téhéran, l'Europe et les USA. L'Iran stoppe l'enrichissement de l'uranium en échange de la levée des sanctions, et durant 3 ans, tout se passe bien. Puis arrive au pouvoir Donald Trump, qui se retire unilatéralement de l'accord qui était jusque-là parfaitement respecté par l'Iran. Donald Trump, en se retirant de cet accord, rétablit les sanctions contre l'Iran. Je rappelle que cet accord avait été validé par le Conseil de sécurité de l'ONU, et qu'a fait l'Europe? Rien. Pourtant, ils étaient signataires de cet accord qui avait été jusque-là respecté par Téhéran. L'Europe s'est littéralement couchée. Que reste-t-il lorsque des États ne respectent plus le droit ou reviennent sur leurs paroles par simple caprice? L'Europe aurait dû réagir, mais elle a laissé faire sans chercher à contrebalancer les sanctions états-uniennes. Mais comment s'en étonner lorsqu'on se souvient de la réaction risible face à la volonté de Donald Trump d'annexer le Groenland? Donald Trump relance donc de nouvelles négociations qui, contre toute attente, avancent relativement bien. Lentement, mais ça avance. Et puis, sans prévenir, comme ça. Parce qu'il l'a décidé ainsi, en pleine négociation, Netanyahou bombarde les sites de stockage d'uranium iranien. C'est le début de la guerre des 12 jours. Au bout de 12 jours, Israël se rend compte que l'Iran n'est pas un petit pays de bédouins. Le dôme de fer est devenu vulnérable face à la contre-attaque massive iranienne et il demande un cessez-le-feu qui sera négocié avec l'aide des États-Unis et du Qatar. Les négociations reprennent un peu plus tard. Les négociations reprennent et malgré les précédentes attaques israéliennes, Téhéran se montre très conciliant. Et pour la faire courte, à la fin de la semaine des négociations où tout semblait se dérouler pour le mieux, les Américains et les Iraniens se disent à la semaine prochaine pour la suite des négociations. Et bam, ni une ni deux. Dans la nuit suivante, les États-Unis et Israël bombardent l'Iran sans prévenir. En droit international, ça s'appelle une attaque par perfidie. En d'autres termes, Israël et les États-Unis sont des pays sournois et dangereux. Comment après ça voulez-vous négocier avec des gens qui ne respectent rien et n'ont aucune parole? De concert avec les États-Unis, Israël décide de s'en prendre directement au guide suprême, aux membres du gouvernement et à tout l'appareil d'État. Cette façon de faire, si elle a déjà existé, date au moins de l'Antiquité. Ce gouvernement israélien sans foi ni loi est dénué de toute dignité, tout autant que ceux qui le soutiennent. Et tous les imbéciles, oui, je vous entends, qui disent que ne pas soutenir les États-Unis et Israël, c'est soutenir le régime des mollahs, clairement, on vous en... Ça c'est dit. Pour en revenir à ce qu'on disait, après de tels actes, quel pays pourrait encore accorder sa confiance à Israël ou aux États-Unis? Hugo Grotius, auteur du droit de la guerre et de la paix, expliquait qu'il fallait un minimum de confiance entre les dirigeants, même s'ils étaient ennemis, pour maintenir un semblant de paix. Le même homme disait aussi que l'État qui transgresse les lois de la nature et des nations coupe aussi les remparts qui protègent sa propre paix future. Et c'est précisément ce qu'Israël a fait. En tuant le guide suprême et en présentant cela comme une victoire, Israël s'est totalement fourvoyé. Et Donald Trump a bien compris lui aussi qu'il s'était laissé entraîner dans une sale affaire. Mais pour garder la tête haute, il dit aux Iraniens et se sent sourciller « Notre victoire est sans appel et je vous fais une fleur. Je veux bien en rester là. Alors, reprenons les négociations. » Mais à qui s'adresse-t-il maintenant que le guide suprême a été abattu? Eh bien à son successeur qui n'est autre que son fils, Mojtaba Khamenei. Il s'adresse donc à un dirigeant dont le père a été assassiné par Donald Trump et Netanyahou. Mais pas seulement. À ses côtés, il y avait également sa mère, sa femme, sa sœur et son beau-frère ainsi que leur fille de 14 mois, donc sa nièce, et d'après certaines sources, son fils. Il est aisé de concevoir que dans de telles circonstances, obtenir une négociation s'avérera extrêmement ardu. D'autant plus que l'attaque surprise a eu lieu précisément au milieu des pourparlers en cours. Comment accorder sa confiance à un scélérat comme Donald Trump et à un criminel comme Netanyahou? Pendant ce temps, les plateaux télévisés français invitent en boucle l'ambassadeur d'Israël ou le porte-parole de Tsahal qui déroulent tranquillement leur propagande sans la moindre contradiction. Jamais l'ambassadeur d'Iran n'est convié pour présenter le point de vue adverse. Pas une seule invitation équilibrée n'est venue contrecarrer ce déséquilibre flagrant. Et pendant qu'ils occupent l'antenne à loisir, ils affirment posément que leur camp est en train de remporter la victoire dans cette guerre. La réalité est tout autre. Les Iraniens sont extrêmement remontés et ont infligé de lourds dégâts aux bases américaines alentours. Ils dominent toujours le détroit d'Ormuz par où transite 20 à 25% du pétrole mondial maritime. Rien n'indique qu'ils soient près de céder. D'ailleurs, l'Iran affirme qu'il n'y aura de cessez-le-feu qu'avec des garanties solides, et surtout réparation. Les médias, au-delà d'être les partisans affichés d'Israël, passent leur temps à mentir. La propagande et ses mensonges sont monnaie courante pendant les guerres. Ça a toujours existé, mais on peut vraiment se poser la question de pourquoi la France fait la propagande d'Israël malgré les attaques sur le Liban qui est un pays ami. Car oui,
Le Liban est profondément affaibli par les attaques d'Israël, avec des destructions d'infrastructures et une crise humanitaire qui s'aggrave. L'État libanais, déjà fragile, peine à gérer les déplacements de population et l'effondrement économique. Depuis le 2 mars, les frappes d'Israël au Liban ont fait plus de 850 morts et plus de 2100 blessés selon les autorités libanaises. Parmi les victimes, on compte plus de 100 enfants tués et plus de 300 enfants blessés. Et la France, alliée historique du Liban, reprend les éléments de langage d'Israël. C'est la faute du Hezbollah. Et que fait-elle? Elle envoie des pansements en assurant le Liban de tout son soutien. Des alliés comme ça, on s'en passerait bien. Maintenant, imaginez qu'un groupe de terroristes se cache à Paris et qu'Israël bombarde la capitale, entraînant des centaines de morts civiles. Ce serait inacceptable. C'est marrant de voir comme c'est toléré quand il s'agit d'un pays arabe. Quand la Russie envahit l'Ukraine, le monde entier se mobilise pour condamner l'agression et soutenir Kiev. Vous ne verrez jamais Vladimir Poutine ni aucun de ses porte-paroles s'exprimer sur les plateaux des médias français. En revanche, dès qu'Israël envahit le Liban, cela semble beaucoup moins choquant. On invite quotidiennement les porte-paroles israéliens pour qu'ils viennent expliquer, sans contradiction réelle, que tout est la faute du Hezbollah. La pression médiatique et politique est si intense que toute condamnation d'Israël ou des États-Unis est immédiatement assimilée à un soutien au régime des Mollahs. Pourtant, malgré les échecs retentissants en Irak, en Afghanistan ou en Libye, où l'on a tenté d'imposer la démocratie par la force, des crétins continuent de croire à cette propagande ridicule. Prenez l'Afghanistan par exemple. On a voulu y éradiquer le régime des talibans et libérer les femmes. Mais après des années de guerre et des milliards dépensés, ce sont toujours les talibans qui règnent. Et les filles, elles n'ont même pas le droit d'aller à l'école. Netanyahou répète depuis plus de 30 ans que l'Iran enrichit de l'uranium dans l'objectif de rayer Israël de la carte, mais c'est faux. Les contrôles de l'Agence internationale de l'énergie atomique sur les sites nucléaires iraniens sont extrêmement stricts et sans appel. Il n'existe aucune preuve d'un programme structuré de fabrication d'armes nucléaires en Iran. Vous savez comment? Comment se déroulent les contrôles de l'Agence internationale de l'énergie atomique? Eh bien, ce sont des inspections surprises, ce sont des surveillances continues par caméra et des sceaux inviolables pour vérifier les stocks d'uranium et les activités d'enrichissement. Ce ne sont pas de simples contrôles de routine, vous l'aurez compris. Alors oui, israélement, ok, mais au-delà du contrôle de la région et de ses ressources, qu'est-ce qui motive Netanyahou? Netanyahou a publiquement exprimé à plusieurs reprises sa vision messianique pour Israël, affirmant que les victoires militaires actuelles mènent vers le retour du Messie et l'établissement d'un royaume divin. Il défend également avec conviction l'idée du Grand Israël, allant du Nil à l'Euphrate, et évoque ouvertement la reconstruction du temple, impliquant la démolition de la mosquée Al-Aqsa et le dôme du rocher qui sont des monuments sacrés chez les musulmans. Comment? Il ne parle pas de ça dans les médias? Comme c'est étrange. Alors c'est quoi le Grand Israël? C'est l'Israël actuel plus une grande partie de l'Égypte, de l'Irak et de l'Arabie Saoudite ainsi que la quasi-totalité de la Jordanie, du Liban et de la Syrie. Et l'Iran est la seule force régionale qui freine ce projet. Et si l'on en croit les révélations de Netanyahou, c'est la principale raison de l'attaque qui est menée sur l'Iran actuellement. Oui, Netanyahou a explicitement présenté la guerre contre l'Iran comme une étape décisive pour affaiblir ou renverser le régime des Mollahs, afin de créer les conditions nécessaires à l'avènement du Messie. Ce sont ses propres mots. Du côté américain, Donald Trump est entouré de chrétiens sionistes évangéliques, très influents qui cherchent à utiliser Israël comme un outil pour accélérer leur propre agenda religieux et prophétique. Ces évangélistes chrétiens poussent massivement les dirigeants israéliens à annexer des territoires, à affaiblir l'Iran et à reconstruire le troisième temple. Car selon leurs croyances, ces événements sont obligatoires pour provoquer le retour du Christ. De leur côté, la droite messianique israélienne utilise ce soutien financier et politique, tout en considérant ces chrétiens comme de simples outils temporaires, voire comme des ennemis spirituels futurs. C'est une alliance cynique où chacun instrumentalise l'autre. En d'autres termes, le Messie des uns n'est pas le Messie des autres. Et surtout, le Messie des uns est l'ennemi du Messie des autres. Alors oui, cette perspective peut sembler déroutante, surtout pour les gens qui ne croient pas en Dieu. Mais la seule chose qu'il faut retenir ici, c'est que ceux qui sont aux manettes de ces guerres incessantes y croient profondément. Toute cette propagande sur la libération de la femme et les valeurs démocratiques n'est qu'un écran de fumée. Au-delà du contrôle des ressources, un projet messianique est bel et bien en cours. On pourrait y voir une théorie du complot si Netanyahou lui-même ne l'avait pas ouvertement assumé à plusieurs reprises. Israël cherche à détruire le Hezbollah, sans se soucier du sort des civils libanais, car le Liban fait partie intégrante du Grand Israël selon cette vision biblique. C'est la véritable raison de l'attaque. Mais la conquête de l'Iran s'avère bien plus compliquée que prévu. Et les mensonges des médias s'affaiblissent. On dit que plus un mensonge est gros, mieux il passe. Mais les médias ont trop abusé de cet adage. Être pro-israélien à ce point, et ce sans aucune condition comme ils aiment le répéter, va devenir de plus en plus intenable. D'ailleurs, on l'a remarqué avec la France insoumise. Malgré toute la propagande grossière, les résultats aux municipales ont démontré que répéter un mensonge 1000 fois n'en fait finalement pas toujours une vérité.